Bonjour, bienvenue à tous et à tous dans le podcast Résonance, le podcast de l'expérience collaborateur. J'ai la joie aujourd'hui de recevoir Pauline Lédé-Troidec. Bonjour Sarah, je suis ravie d'être là. Merci d'être venue. Je vais lire un petit peu, pas un peu, je vais complètement lire ta bio. Donc, tu es avocate au barreau de Paris depuis 2012, diplômée de l'université Aix-Marseille 3, notamment du master 2 droit international et européen de l'environnement, tout un programme. Tu as exercé dans un cabinet français spécialisé en droit de l'environnement, puis ensuite un cabinet américain en qualité d'avocate counsel. Depuis septembre 2023, là, tu es associée au cabinet La Tournerie Wolfram Avocat et tu es responsable de la pratique droit de l'environnement. Et en 2021, tu as fondé le Cercle interprofessionnel du droit de l'environnement, le CID, dont tu es présidente. Et c'est un réseau qui permet, en gros, aux professionnels, permet aux professionnels du droit de l'environnement, mais pas que des avocats, du coup aussi des juristes, des journalistes juridiques, tous les gens du monde, de ce monde-là, d'échanger, de partager leurs expériences. Et tu es également très investie en tant que secrétaire générale dans l'association Elle et Droit, alors Elle, E2LES, pas les ailes qui volent, qui regroupe des professionnels du droit de tout secteur. C'est bien toi? C'est bien moi. Tu es au bon endroit. Oui, tu parles à la bonne personne. Tout va bien. Comment on se connaît? Là, on se connaît parce que Victoria Braque de la Perrière, qui est DRH chez Audity, était venue dans le podcast Résonance et avait souhaité entendre ton témoignage dans un futur épisode. Et ce futur, c'est aujourd'hui. Déjà, merci Victoria si tu nous regardes ou nous entends pour cette proposition. On a un rituel dans notre podcast, c'est une question mystère. Donc, je t'invite à piocher une carte et à me l'attendre et je vais te dire, est-ce qu'il y a une couleur qui t'inspire? Allez, c'est la couleur du jour. C'est la couleur du jour, je crois. Oui, on est pas mal assortis avec cette couleur. Quel est ton antidote quand tu te sens énervé? Qu'est-ce qui peut t'apaiser? Mon antidote quand je me sens énervée, je dirais que je vais m'isoler et je vais respirer. Oui, c'est vraiment ça. Si vraiment je suis très énervée, je sais que je vais pas être capable de redescendre en fait s'il y a du monde autour de moi. Donc si c'est possible, c'est pas toujours possible, mais si c'est possible, j'essaye de m'isoler. Pas forcément besoin de très longtemps, mais je vais m'isoler. Prendre des grandes respirations et je sais pas méditer, donc je médite pas, mais je vais respirer très fort, un peu technique sophrologie en fait, et voilà, pas forcément pendant très longtemps, mais moi je dirais que c'est ça qui marche le mieux pour moi. Ok. Merci pour ce partage. Donc on est dans le podcast de l'expérience collaborateur. Du coup, ta définition, j'aime beaucoup poser cette question parce qu'à la fois c'est le même concept derrière et en fonction de la personne que je reçois, c'est pas la définition, elle est vraiment très personnelle. Donc toi, ta définition de l'expérience collaborateur? Alors, déjà, je pense que peut-être qu'on peut préciser un tout petit peu parce qu'en termes d'éléments de langage, on en avait discuté toutes les deux, mais le terme de collaborateur est un terme dans le monde des avocats qui est un terme qui a un sens bien précis puisque ça correspond à la fonction de l'avocat qui n'est pas encore associé et qui n'est pas non plus installé à son propre compte. Donc, c'est l'avocat qui a un contrat de collaboration en fait avec un cabinet. Donc c'est vrai qu'au début, quand on avait eu nos premières discussions, je t'avais dit attends, mais l'expérience collaborateur, c'est quoi? Parce que je suis pas sûre qu'on mette la même chose derrière. Voilà, donc je pense que là aujourd'hui, on va utiliser, on va parler de l'expérience collaborateur, pas de collaborateur avocat, mais de collaborateur comme toi tu l'entends. Simplement, de temps en temps, je pourrais peut-être utiliser ce terme collaborateur, mais du coup au sens avocat. Bon, bref, j'essaierai de préciser pour que ça soit clair pour tout le monde. Donc l'expérience collaborateur, pour moi, elle commence. Il y a déjà dans la définition. Quand j'y ai réfléchi, je me suis dit déjà, c'est important d'avoir une timeline, de réfléchir quand est-ce qu'elle commence, quand est-ce qu'elle s'arrête. Et donc pour moi, elle commence dès l'entretien que tu peux avoir en entreprise ou dans un cabinet d'avocats. Alors moi, évidemment, je vais quand même parler plus des avocats, du monde des avocats, parce que la réalité, c'est que le monde de l'entreprise, j'ai pas une très grosse expérience. Mais donc, dans le monde des avocats, je pense que ça commence vraiment au moment de l'entretien. Et après, je dirais que la fin, en fait, c'est presque la fin de carrière.
C'est-à-dire que tu peux avoir quitté un cabinet. Il faut savoir que dans le monde des avocats, il y a un gros turnover. Mais pour autant, on a un truc qu'on appelle les alumni. Alors, c'est pas dans tous les cabinets, mais dans beaucoup de cabinets, ça existe. C'est vraiment la relation que tu gardes avec, en fait, les anciens collaborateurs, les anciens avocats, enfin, qui ont fait partie de la vie du cabinet. Et je trouve que c'est une vraie force de la marque employeur d'arriver à garder ce lien. Voilà, certains cabinets font des soirées d'alumni, enfin voilà, des soirées d'anciens en fait. Et donc c'est pour ça que moi je dirais que ça continue en fait tout du long de ta carrière en fait. Voilà, donc ça c'est pour le calendrier, enfin la timeline. Et puis après sur la définition en tant que telle, pour moi c'est vraiment la relation que va avoir un cabinet avec ses équipes. Donc, c'est-à-dire ses collaborateurs, ses associés, ses salariés, parce qu'en cabinet d'avocat, on a aussi des salariés. C'est pas la majorité du cabinet en général, mais en tout cas de la force physique du cabinet. Mais voilà, je dirais que c'est vraiment ça, c'est vraiment la relation que tu vas entretenir, que le cabinet va entretenir avec, ou que le collaborateur, l'associé, le salarié va entretenir avec le cabinet. Et chez les avocats, ce qui est important aussi, je pense, de dire, c'est que on n'est pas très en avance sur l'expérience collaborateur. Je pense qu'il y a avant Covid, c'était une notion qui n'existait pas. Enfin, on va être tout à fait honnête, ou peut-être dans certains endroits, mais enfin vraiment très très limité. Le monde des avocats, c'est un monde quand même assez à part. On n'est pas soumis au code du travail. Je parlais du terme collaborateur, avocat tout à l'heure. C'est parce qu'en fait aujourd'hui, la majorité des avocats, mais vraiment l'immense majorité, on est profession libérale, donc on n'est pas salarié, encore une fois, on n'est pas soumis au code du travail. Donc, c'est très à part quand même comme monde. Et globalement, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on attendait des collaborateurs, beaucoup de travail. Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de limite de temps, en fait. Je veux dire, un collaborateur peut travailler 35 comme 70 heures par semaine. Et donc, l'expérience collaborateur, c'est t'arrives, tu travailles... le max que tu peux, et puis ensuite, qu'au jour où tu es épuisé, tu t'en vas. Mais enfin, je grossis le trait, évidemment, mais c'est vrai que c'est quand même... voilà. Et en fait, quand même, petit à petit, moi, je trouve... moi, j'ai démarré il y a un peu moins de 15 ans. On voit quand même une très forte évolution dans la profession, dans le bon sens, heureusement, même s'il y a encore un travail immense à faire sur cette expérience collaborateur. Moi, par exemple, j'ai entendu parler du terme onboarding il y a 1 an quand je suis arrivée dans mon nouveau cabinet. Et j'ai dit, ah bon, mais c'est quoi ce truc ? Donc c'est l'intégration des collaborateurs. Voilà, exactement. Je savais même pas que c'était une notion qui existait, tu vois. Donc, pour te dire, et moi, je me considère pas comme faisant partie de l'ancien monde. Enfin, voilà. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire sur cette expérience collaborateur. Je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment sur des prémices. Mais petit à petit, on s'améliore. Et ne serait-ce que parce qu'en fait, la profession a plus vraiment le choix. Parce qu'on a vu post-Covid en fait un désaveu, un désamour pour la profession. On a aujourd'hui des grosses difficultés de recrutement. En fait, c'est une profession qui a fait longtemps rêver, qui aujourd'hui, à mon avis, les jeunes générations, franchement, elles n'ont pas très envie de travailler 70 heures par semaine, même si elles sont hyper bien payées. Et on peut les comprendre. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a un réajustement qui est en train de se faire, et on a vu l'équilibre, enfin c'était pas un équilibre du coup, mais un déséquilibre qui s'est complètement inversé en termes de recrutement. Avant Covid, tu pouvais recevoir pour une offre de collaboration junior, pas moi, 70, 100 candidatures. Et puis en fait, post-Covid, là pour le coup, c'était les collaborateurs qui se sont mis à poser toutes leurs conditions. Donc, je veux du télétravail, je veux une 6e semaine de vacances. Un truc qui, dans notre monde à nous, était un renversement du paradigme, tu vois. Et donc, et moi, je trouve que c'est foncièrement une très bonne chose, parce que ça permet justement du coup de bousculer un peu les vieilles habitudes qui sont pas très bonnes. Voilà. Donc c'est un work in progress, l'expérience collaborateur chez les avocats. C'est un chemin. J'entends on est au tout début. Oui, c'est ça. Voilà. Mais bon, ce que tu partages, je pense que je l'ai déjà entendu. Donc, dans ce milieu-là, c'est vrai que... mais c'est intéressant que la profession se rende compte que la puissance quand même s'inverse en termes aussi de recrutement, et que gagner bien sa vie, voire très bien sa vie, peut pas être le seul moteur, voire le principal moteur. En tout cas, sur la jeune génération. Non, ça suffit plus. En fait, aujourd'hui, tu as des cabinets américains qui ont augmenté leur grille de manière phénoménale.
C'est-à-dire que quasiment en 4 ans, ils ont presque doublé, en fait, certains, tu vois, les rémunérations collaborateurs. Donc, vraiment, c'est... Et en fait, ça n'a pas forcément suffi. Ils ont dû aussi, tu vois, proposer d'autres choses. Parce que, et ça, pour le coup, c'est un phénomène qu'on voit quand même depuis plusieurs années. Tu as quand même... attends, je prends ma petite fiche parce que j'ai une stat. Que tu as quand même pas loin de 30% des avocats qui quittent la profession dans les 10 premières années d'exercice. Et notamment des avocates. Donc, il y a quand même un vrai challenge de garder les talents, en fait, et que tous les talents et tous nos super collaborateurs hyper bien formés les 3-4 premières années partent pas en entreprise. C'est un peu dommage pour la profession. Après, ça fait des super clients, mais c'est un peu dommage quand même. Ouais, et surtout quand on connaît la longueur des études, l'investissement, c'est quand même triste finalement. Oui, complètement. Parce que c'est quand même des métiers de vocation. Enfin, je peux imaginer que ça fait, vu l'investissement dans les études, je pense que c'est des métiers de vocation, donc c'est d'autant plus triste j'imagine, de voir partir les gens. C'est un peu dommage, ouais. Complètement. Lors de notre échange, on a pas mal parlé du plafond de verre, voire de la discrimination féminine à différents stades de ta carrière. Est-ce que tu peux du coup nous en parler et comment toi, dans l'expérience que tu as eue en tant que collaborateur, en quoi ça a influencé finalement ta vision du leadership aujourd'hui par rapport à l'associé que tu es devenu? Oui, c'est vrai. Alors en effet, ça fait partie des difficultés qui existent dans ce monde des avocats. Qui, j'imagine, existe encore aussi dans le monde de l'entreprise. On ne va pas non plus se mentir. Mais chez les avocats, c'est vrai que c'est particulièrement prégnant. Pareil, ça va dans le bon sens. Moi, j'ai eu 3 grossesses, donc j'ai 3 enfants. Donc, j'ai vu une évolution entre ces 3 grossesses. Alors après, je n'étais pas dans les mêmes cabinets. Donc, ça joue évidemment aussi. Mais c'est vrai que oui, il y a une vraie... D'abord, il y a une discrimination intrinsèque qui n'est même pas liée à la maternité, mais qui est... liées à des associés. En fait, alors déjà, pardon, je pars un peu dans tous les sens, mais il y a un postulat de base qui est important à connaître, c'est que dans la profession d'avocat, aujourd'hui, c'est une profession qui est majoritairement féminine, c'est-à-dire qu'on a près de 60% des avocats qui sont des avocates sur la France. Ça, c'est des chiffres qui datent de 2020. Donc, j'imagine que ça a encore un peu augmenté, 4 ans plus tard. En revanche, on a moins de 40% des femmes qui sont associées. Voilà. Donc, on voit bien qu'en fait, on a, dans un cabinet, tu as toujours majoritairement des collaboratrices et majoritairement des associés ES. Et moi, ça a été mon constat aussi. Premier cabinet que j'ai fait, c'était exclusivement des associés hommes. Donc, en fait, on a ce postulat de base qui fait en fait qu'en effet, il n'y a pas tellement de problèmes pour rentrer dans des cabinets, pour trouver un job, une collaboration. Ça peut être difficile, mais en revanche, pour passer ce cap de devenir, en effet, parce qu'il y a plusieurs stades dans une collaboration, dans un cabinet un peu conséquent parisien, on parle de collaborateurs junior, middle, senior. Ensuite, il y a le poste de counsel et puis ensuite le stade d'associé. Et donc, clairement, aujourd'hui, on a un déséquilibre entre les collaborateurs et les associés. Et donc, oui, ce plafond de verre, il existe. Je pense que les statistiques, quand même, ont tendance à, évidemment, le pourcentage d'associés EES augmente, heureusement. Enfin, c'est quand même lent. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai que je dirais qu'aujourd'hui, il y a comme du coup, on a majoritairement des associés masculins, en fait, il y a quand même un biais, même inconscient, en fait, qui fait que, moi, j'ai bien vu dans ma carrière, ça va être les collaborateurs qui vont être invités en réunion client, ou tu vois, plutôt qu'une collaboratrice, tu vois, ou même au niveau des stagiaires, tu vois, tu vas donner à une stagiaire femme un travail méticuleux, rigoureux, mais en fait, tu vas emmener en fait le stagiaire homme en audience ou en réunion client parce que dans ta tête d'associé masculin, tu te dis alors en fait ma stagiaire féminine, en fait, elle va me faire ça hyper bien parce qu'elle est hyper rigoureuse, tu vois, hyper précise. Mais l'autre, il a peut-être plus de bagou. Et encore une fois, pas du tout, en fait. Mais bon, voilà, c'est une espèce de biais que tu peux avoir. Donc là, c'est une discrimination qui est complètement intrinsèque au genre. Et puis après, que moi, j'ai pas trop subi, pour le coup, pour être honnête. Franchement, ça, je l'ai pas trop vécu. En revanche, après, tu as la discrimination vis-à-vis de la maternité.
que là, moi, pour le coup, j'ai clairement subi. Encore une fois, pas dans des proportions que certaines de mes consoeurs ont pu vivre. Je me suis jamais faite virer, enfin, tu vois, en revenant de congé mat, par exemple. Ça m'est pas du tout arrivé. Mais ça arrive. Mais ça arrive, bien sûr. Bien sûr. Ça arrive où tu te fais placardiser et donc, en fait, du coup... En fait, alors, j'ai pas le chiffre, mais le taux de collaboratrices qui quittent la profession suite, en fait, à un congé maternité, il est quand même assez impressionnant. Ou même si elles changent pas, qu'elles quittent pas la profession, elles changent de cabinet. Moi, j'ai changé de cabinet après 2 grossesses sur 3, tu vois. Donc, bon, voilà. Et d'ailleurs, là, dernièrement, avant mon association, je discutais avec un cabinet de recrutement qui, du coup, chasseur de tête qui m'avait chassée pour ce poste-là. Et à qui je disais, moi, je venais d'accoucher, en fait. Hein, donc, tu vois, bon, plein congé mat, le postpartum, tout ça. Et donc, et je disais à la fille, écoutez, je suis pas sûre d'être dans les meilleures dispositions. Elle me dit, si. Les avocates en congé mat, on en adore. En fait, elles ont sorti du tunnel, de leur tunnel machin. Donc, en fait, elles ont un peu plus de recul. Elles sont crevées, mais en fait, elles arrivent quand même à prendre finalement un peu plus de recul que quand elles sont au turbin, dans leur cabinet et tout ça. Alors, sur le coup, je t'ai dit, c'est quand même... ouais, je suis pas sûre. Bon. En fait, finalement, peut-être qu'elle avait... Enfin, bon, bref, elle connaît son truc. Enfin, donc, en fait, voilà. Donc, il faut savoir que les avocates en congé maternité, apparemment, c'est un vivier pour les chasseurs de tête. Tu te dis que quand même, il y a un truc qui tourne pas complètement rond. Voilà. Donc oui, moi, mon expérience perso, c'est que j'ai eu, du coup, en effet, j'ai eu ma première grossesse dans mon premier cabinet dans lequel je suis restée 5 ans. Et que j'ai démissionné 1 mois après être rentrée de congé maternité. Parce que, pour le coup, avec l'associé avec qui je travaillais, je pense que ça aurait pu se passer. Mais je savais, en fait, aussi, c'était plus... J'ai pas été placardisée, ils ont pas du tout voulu me virer. Enfin, tu vois, c'était pas du tout ça. Ça a été vraiment une décision personnelle. Après, ça faisait 5 ans que j'y étais. Je pense qu'il y avait aussi... tu vois, il était temps de bouger. Mais je savais aussi qu'il y avait pas d'avenir, en fait. Pas d'associée femme. Il y aurait toujours pas d'associée femme, d'ailleurs, dans ce cabinet. Je pense qu'il n'y en aura jamais. Et globalement, il n'y avait pas de collaboratrice avec des enfants. Enfin, tu vois. Oui. Donc, il y avait plein de collaboratrices. Pas de collaboratrice avec des enfants. Mais en même temps, quand tu entends l'associé... gérant te dire en fait les femmes qui ont des enfants, elles, il y a quand même la moitié de leur cerveau qui est du coup occupé, tu te dis ça va pas trop le faire. Enfin, moi en tout cas, ça fait partie des choses dans lesquelles je me suis dit c'est pas la situation dans laquelle je veux rester. En fait, ça ne pourra pas me convenir. Ça fonctionnera pas en fait. Voilà, ça marchera pas. Donc après peut-être qu'aujourd'hui, tu vois, chacun met de l'eau dans son vin, apprend, évolue. Tu vois, donc je veux peut-être des collaboratrices qui aujourd'hui sont très heureuses dans leur maternité là-bas. Notamment, alors je connais un collaborateur qui, pour le coup, tu vois, aujourd'hui a pris son congé paternité. Il en a 2, donc les choses ont évolué, tu vois. Moi, à mon époque, bon, c'était pas complètement gagné. Et donc, j'ai donné ma démission 1 mois après être rentrée. Voilà, mais aussi parce que, en effet. Voilà, c'était un contexte général, pas du tout dramatique, tu vois, mais qui, moi, en fait, suffisait à me faire dire de toute façon, j'aurais pas d'avenir dans ce cabinet, donc en fait, ça sert à rien que je prolonge le truc. Voilà. Mais encore une fois, j'ai pas vécu ça non plus comme une expérience traumatisante, il faut pas exagérer. Enfin, tu vois, voilà. Moi, je dirais pas que j'ai été préservée, parce que ça serait normaliser les choses. Et je trouve que la profession a tellement de progrès à faire que justement, il ne faut pas les normaliser ça. Mais c'était pas grand-chose par rapport à ce que beaucoup de consoeurs ont pu vivre. Et puis après, du coup, j'arrive dans mon 2e cabinet. J'ai eu mes 2 autres enfants là-bas. Et pour le coup, une ambiance quand même beaucoup plus bienveillante par rapport à ça. Mais quand même, tu vois, la peur au ventre d'annoncer mes 2 grossesses. Et ça, tu vois, alors je n'ai pas commencé en entreprise. Si, en fait, c'est pour toutes les femmes, t'as le ventre noué de devoir annoncer ça. Mais enfin, je trouve que ça serait bien, tu vois, que ça change, en fait. Ah oui. Que ça évolue. Voilà. Mais c'est aussi lié, c'était pas forcément lié qu'aux personnes qui étaient là, c'est lié aussi à la profession de manière générale. En cabinet d'avocat, on ne remplace pas les collaboratrices qui partent en congé maternité. Voilà. Donc, Et donc, qui prend les dossiers c'est le reste de l'équipe. D'accord. Donc la charge est répartie. Donc ça peut pas être une bonne nouvelle en fait, l'annonce d'une grossesse, parce que ça veut dire plus de boulot, ça veut dire quelqu'un qui ne facture pas pendant 4 mois, donc ça veut dire une baisse de chiffre d'affaires.
Donc oui, d'un point de vue purement entreprise, financier, c'est une mauvaise nouvelle. Du coup, c'est difficile, tu vois. Comment se réjouir? Comment se réjouir? Donc moi, en fait, en effet, les réponses qui m'ont été faites, c'est je suis ravie pour vous, mais ça va être difficile pour moi. Et tu vois, là, je me suis dit, arrêt sur image. Enfin, on en parlera tout à l'heure, mais c'est un peu ma méthode. Ça, faudra pas le faire. En effet, demain, peut-être que moi, quand j'aurai une collaboratrice qui m'annonce sa grossesse, peut-être qu'en effet, d'un point de vue purement business, je serais pas ravie, mais jamais de la vie, en fait. Enfin, donc là, du coup, je le dis devant témoin et tout, mais c'est enregistré. Donc, c'est enregistré, donc je serais vraiment obligée. Sinon, du coup, on pourra venir, voilà. Mais j'espère que jamais de la vie, je lui dirais, en fait, c'est pas une bonne nouvelle pour moi, c'est pas une bonne nouvelle pour le cabinet, en fait. Non, tu peux pas dire ça. Enfin, tu vois, d'autant plus que moi, je sais, parce que je l'ai vécu 3 fois, que en fait, c'est déjà hyper difficile de faire la démarche, enfin, tu vois, de venir te voir et que, en fait, la nana en face de toi, déjà, c'est dur, quoi. Donc voilà. Donc mon souhait, c'est que on arrive à faire évoluer ça, tu vois. Okay. Voilà. Donc et moi, typiquement, tu vois, sur ce frein de la maternité, je trouve qu'en fait, il y a une solution qui est assez facile à mettre en place, alors qui coûte de l'argent, mais qui est assez facile à mettre en place. C'est de mettre en place un congé maternité-paternité, un congé paternité qui soit de la même durée que celui du congé maternité. Et ça, moi, c'est une réflexion que j'ai eue de manière assez abouti, parce que dans mon ancien cabinet, le cabinet américain dont tu parlais tout à l'heure, aux États-Unis, c'est un cabinet qui est assez avancé, et donc alors là-bas, ils parlent pas de congé maternité-paternité, ils appellent ça primary caregiver et secondary caregiver, bon bref, et là-bas, ils ont dit, nous, en fait, on en a marre de décider qui est primary, secondary, donc on va mettre 18 semaines pour tout le monde. 18 semaines. 18 semaines. Donc, chez les Américains, déjà, révolution, tu vois. Et là, 18 semaines. Et donc, moi, j'ai appris ça. Donc, on a eu une petite info, évidemment, parce que les Américains savent communiquer, tout ça. Et au départ, applicable aux États-Unis. Et moi, j'ai dit, parce que j'étais un peu la syndicaliste de base dans mon ancien cabinet, enfin, tu vois, au niveau des avocats, donc quand même très, très soft. Et j'ai dit, nous, on est le même cabinet, en fait, donc on veut ça aussi à Paris. Il n'y a pas de raison, tu vois. Alors, la levée de bouclier de tous les associés. Je me souviens très bien d'une réunion collaborateur. C'était un cabinet, quand même, où on pouvait... Ce qui était chouette, c'était qu'on avait une vraie liberté de parole. Je me souviens de l'ancien managing partner. Donc, managing partner, c'est en gros le président du cabinet, enfin, celui qui dirige le cab de Paris. Tu vois, un avocat un peu à l'ancienne, qui a fait l'ENA, qui avait été haut fonctionnaire, enfin bref. Mais un type très sympa et à qui tu pouvais vraiment parler. Mais qui, enfin, quand j'évoque ce truc, donc en réunion collab avec le managing partner, donc qui se tenait une fois par mois, je dis, pourquoi est-ce qu'en fait, on n'étend pas ça à Paris ? Sachant que le vrai enjeu, c'était pas tellement pour les femmes, parce qu'en fait, nous, on a 16 semaines en tant qu'avocate, donc ça a rajouté 15 jours, enfin, tu vois, c'était pas le vrai enjeu. En revanche, pour les collaborateurs ou qui avaient 1 mois, là, ça fait une grosse différence. Et donc, cet associé m'avait répondu, mais Pauline, moi, je veux bien donner 25 semaines à une femme, mais je ne vois pas pourquoi j'irais donner 18 semaines à un homme. Alors là, tu te dis, OK, on va reprendre les bases. Un petit travail de pédagogie, d'éducation et tout ça. Ce travail-là a pris 9 mois. Moi, j'étais enceinte de mon 2e. Donc, tu vois, je vois bien, parce que je suis tombée enceinte à peu près le moment où les États-Unis ont annoncé le truc. Et j'ai accouché et j'aurais pu bénéficier du dispositif, parce que ça y est, c'était... Il faut savoir que la réalité des choses, c'est qu'en fait, c'est les Américains qui ont dit, si, en fait, il n'y a aucune raison que ça ne s'applique pas à Paris. Parce que en fait, les associés parisiens n'étaient pas du tout pour. Et donc, voilà. Et donc, ça a été une vraie réflexion, et de dire, en fait, donc j'ai étudié le dispositif, et en fait, tu te rends compte, quand tu regardes les études, qu'avoir un congé paternité qui dure le même temps que le congé maternité permet d'effacer toute discrimination, en fait, et à l'embauche et en carrière, alors liée à la maternité. C'est-à-dire que tu auras toujours, pardonne-moi l'expression, mais des débiles qui considéreront qu'une femme est moins intelligente qu'un homme, ça tu peux, une éducation à faire très très tôt, mais enfin tu peux difficilement faire quoi que ce soit, tu vois, voilà. Ça réglera pas ce problème-là. Mais en revanche, par rapport à la maternité, qui est quand même un vrai c'est quand même une vraie étape difficile, tu vois, en termes de carrière, et ça règle le problème. Et donc nous, dans mon ancien cabinet, on a été le premier cabinet français à avoir, du coup, 18 semaines pour les hommes et pour les femmes. Et alors, la réalité des choses, c'est que, évidemment, le premier collaborateur qui s'est retrouvé, tu vois, qui a osé, surtout qui s'est retrouvé dans la situation, tu vois, où il pouvait prendre, du coup, pas 1 mois de congé paternité, mais 18 semaines.
il n'a pas pris 18 semaines. Mais là où avant, il aurait eu 1 mois, il aurait pris 15 jours, en fait, il a pris, je crois, 6 ou 7 semaines. Donc évidemment, il n'a pas pris les 18. Mais en fait, c'est pareil, c'est progressif, en fait, tu vois. Et plus, quand tu as 18 semaines, déjà, tu te dis, tu vois, non, je vais pas prendre 15 jours, c'est ridicule, tu vois. Et donc, petit à petit, en fait, on y arrive. Et de la même manière que, moi, par exemple, sur ma 3e grossesse, j'ai pas pris mes 6 mois de congé maternité, j'en ai pris 4 parce que, c'était un choix qui était personnel, mais parce qu'on est dans une profession libérale et que, en fait, on a encore des choses très chevillées au corps qui nécessitent de changer. Mais voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Très bien. Je fais un tout petit retour arrière parce que du coup, tellement impatiente, parce que je connais pas tes réponses, donc tellement impatiente de les connaître, je suis un peu rentrée dans le vif. Mais du coup, je fais un tout petit rétropédalage. Ton cabinet, en quelques mots, quelques chiffres, juste qu'on te positionne un peu dans ton environnement. Bien sûr. Donc moi aujourd'hui, je suis associée du département, je suis associée du cabinet La Tournerie Wolfram Avocat, qui est un cabinet français qui existe depuis presque 30 ans maintenant, qui est un cabinet qu'on appelle full service dans notre jargon. Donc ça veut dire qu'on a tous les départements. Donc tu vois, on a du droit des affaires, du contentieux. Moi du coup j'ai créé et j'incarne la pratique droit de l'environnement depuis 1 an. Il y a du droit public, du droit fiscal, c'est full service. On appelle full service dans notre langage à nous. On est 16 associés, à peu près 35-40 collaborateurs, une dizaine de salariés. En gros, tu vois, il y a 60 personnes au cabinet. Pour un cabinet parisien, c'est ce qu'on appelle taille moyenne. Voilà. Et on a quand même... alors, ce que j'aime beaucoup dans ce cabinet, et ça a été aussi une des choses qui a motivé ma décision de bouger, c'est qu'on a un comité de gérance, donc on a 2 co-managing partners qui sont des femmes. Et moi, ça a été... je pense que les auditeurs aussi comprendront à la fin du podcast, mais clairement, moi, c'est un truc important pour moi. Et avec mon arrivée, on est à quasi-parité. Donc, tu vois, alors on n'y est pas encore, parce qu'on est 9 hommes et 7 femmes. Donc, on n'y est pas tout à fait. Mais tu vois, on n'est quand même pas très loin et on est plutôt mieux que la stat que je t'ai donnée tout à l'heure. Donc, ça, c'est chouette. Et c'est un cabinet qui a une vraie particularité dans le monde des avocats parce que c'est un cabinet dans lequel il y a une réelle ambiance de bienveillance. Or, la bienveillance dans le monde des avocats, on est très très loin du prérequis, tu vois. Donc voilà, donc il y a une vraie bienveillance avec une vraie volonté, tu vois, d'équilibre vie pro, vie perso. Alors, évidemment, tout le monde travaille beaucoup, j'entends. Je suis pas en train de te vendre que tout le monde fait 35 heures au cabinet parce que ça serait mentir éhontément. Mais il y a quand même un effort qui est fait là-dessus. Je trouve en tout cas. Voilà. Alors encore une fois, maintenant je l'ai vécu en tant qu'associé, donc c'est un regard qui est un peu différent de le vivre en tant que collaborateur, mais en tout cas c'est ma vision des choses. Et il y a une autre particularité que moi je trouve très chouette, c'est qu'on a une véritable transversalité, une véritable synergie entre les équipes. Tu vois, moi ça faisait à peine 6 mois que j'étais au cabinet et j'avais travaillé avec toutes les autres équipes. Alors j'ai une matière qui est très transversale, mais quand même, tu vois. Dans mon ancien cabinet, j'avais travaillé avec quasiment aucune autre équipe. Tu vois, une fois avec les Américains en 6 ans, bon, tu vois, c'est quand même pas tout à fait, c'est pas très lourd. Là, au bout de 6 mois, j'avais quasiment bossé avec tout le monde. Ou des projets de développement, tu vois, interdépartements. Donc voilà, donc ça, c'était quand même... moi, j'adore. Vraiment, ça me nourrit, donc je trouve que c'est canon. Et en plus, c'est une vraie volonté de mettre ça en avant et de le développer encore plus. Je t'en parlais tout à l'heure, on a réaménagé nos locaux complètement et on est parti du postulat qu'on arrêtait totalement le bureau individuel. Alors, pour quelqu'un dans l'entreprise, tu vas me dire ouais, ok, so what. Pour un avocat, c'est une révolution. D'ailleurs, moi, quand je suis arrivée et qu'on m'a dit tu n'auras pas de bureau individuel, je me suis dit elle est où l'arnaque, tu vois. Un avocat, c'est 30 mètres carrés de bureau, tu vois, un truc un peu installé, quoi. Là, non, nous, c'est fini. On a des bureaux vitrés, tu vois, alors on est dans le Haussmannien, donc on a un peu aménagé les choses, mais les associés sont par 2 et les collabs sont par 4 ou par 6, ce qui est vraiment un vrai changement de paradigme, mais aussi, et on a mélangé les équipes, je le sais d'autant mieux que c'est moi qui fais la répartition dans les bureaux, et en partant du principe vraiment de se dire on va mélanger et les générations, donc des jeunes avec des vieux, tu vois, et les équipes pour ce partage d'expérience, pour... voilà, ces synergies et se dire, en fait, tu développes beaucoup mieux quand tu entends parler. Moi, je partage mon bureau avec une de mes associées qui fait du droit public.
Alors, dans des matières qui sont très voisines, mais du coup, on se nourrit l'une de l'autre et c'est beaucoup plus facile pour moi de la vendre elle et elle de la même manière. Voilà. Donc, et puis en plus, on a des dossiers ensemble. Donc, et donc ça, c'est vraiment loin d'être évident. D'ailleurs, il a fallu faire une vraie communication auprès des collaborateurs, auprès des salariés, parce que, tu vois, c'est loin d'être évident. Cabinet classique, le collab et mon max, ils sont à 2. Tu vois, voire les consoles, ils ont leur bureau tout seuls. Moi, dans mon ancien cabinet, c'est 6 ans que j'étais toute seule dans mon bureau, tu vois. Donc voilà, c'est... Donc, donc voilà, enfin, moi je suis très contente de mon expérience, alors qui est récente, hein, ça fait 1 an, mais extrêmement satisfaite. Donc j'entends là quelque chose autour de la synergie, hein, le fait de bureaux partagés, intergénérationnels et à la fois cross-métier. J'entends que voilà, ça développe ça. Et puis, au niveau de l'expérience collaborateur, donc dans mon sens de collaborateur, tu me partageais aussi quelque chose qui est quand même assez moderne et que je n'ai pas vu aussi chez tous nos clients avocats, chez Xelia. Ces soirées, enfin, je veux dire, c'est cet esprit quand même de cohésion que j'ai l'impression qu'au sein de ton cabinet, vous essayez quand même de développer et qui est assez moderne. Par rapport aux avocats, pardon. Mais ça, c'est assez nouveau. Enfin, moi, je ne l'entends pas souvent, donc je veux bien que tu nous partages peut-être quelques mots là-dessus. Bien sûr, oui, c'est vrai. Je pense que ça fait partie de cette volonté d'avoir une bienveillance et puis d'avoir une ambiance en fait de cabinet avec une vraie cohésion. Voilà, où en effet, alors maintenant ça se développe quand même pas mal dans tout ce qui est, et ça vient quand même beaucoup des cabinets américains, mais en effet nos cabinets, voilà, on fait des soirées, c'est des soirées qui sont déguisées souvent, notamment, tu vois, pas notamment d'ailleurs, hein, la soirée d'été, tu vois, c'était paillettes, sur la soirée la summer, c'était Back to High School. Donc, il fallait envoyer une photo de toi, tu vois, au lycée. Donc, pour certains associés qui ont quand même entre 50 et 60 ans, franchement, c'est trop marré. C'était hyper drôle. Et après, il y avait un jeu pour retrouver qui était qui. Voilà. Donc, c'est quand même toujours une très bonne ambiance. Ça se fait pas au cabinet. Voilà, il y a un budget qui est vraiment alloué à ça. Tu vois, qui est voté tous les ans. Pareil, il y a un budget pour des pots de collab sans les associés. La soirée d'été, elle est organisée en revanche par les collaborateurs. Donc oui, on a une commission avec des représentants des collaborateurs et des représentants des associés qui se réunit tous les mois, dont je fais partie aussi. Oui, je pense qu'il y a vraiment des choses qui... Alors, on le week-end au ski, tu m'as dit... Non, mais voilà, quand même, vous avez une diversité quand même. Voilà. Oui, on fait quand même... Il y a quand même plein de choses qui sont organisées. Après, on pourrait toujours faire plus, bien sûr. Mais oui, on essaye. Il y a un séminaire, tu vois, de rentrée. Qui est une journée entière, tous ensemble, pas au cabinet. Tu vois, pour réfléchir. Moi, c'est des choses, par exemple, que je n'ai pas du tout connues dans mes anciens cabinets. Alors, j'ai un mari avocat, donc qui lui, par exemple, avait vécu beaucoup plus ça dans ces cabinets-là. Donc, ça n'existe pas que chez nous. Mais en effet, et je pense que ça fait partie de l'expérience collaborateur. Et je ne sais pas si c'est marketé comme ça, tu vois, mais c'est cette volonté-là vraiment de se dire, tu vois, et là, nous, par exemple, dans cette commission collab, avec mes associés, donc 4 associés à en faire partie, on s'est dit, il faut qu'on travaille sur l'onboarding, tu vois, on a un vrai boulot à faire. Et moi qui fais beaucoup travailler les stagiaires, par exemple, j'ai travaillé, tu vois, j'ai mis en place un guide du stagiaire, tu vois, pour leur arrivée. Et je trouve que c'est important, tu vois. Moi, j'étais en charge du coup de la formation des stagiaires et de leur accueil et de leur recrutement dans mon ancien cabinet. De mettre en place, tu vois, j'ai mis en place un déjeuner d'accueil, un déjeuner de départ, c'est ultra basique, tu vois. Mais en fait, c'est des choses qui sont quand même, et que du coup, évidemment, je continue de faire, tu vois, et qui me paraissent vraiment la base de la base, et qui, moi, quand j'ai commencé à m'occuper de ces choses-là il y a 6 ans dans mon ancien cabinet, n'existaient pas, en fait. Et je t'assure qu'il n'existe... Voilà. c'est pas si répandu, donc voilà. vous faites, je pense, fiers de vous. On disait tout à l'heure que tu es donc secrétaire générale de l'association Elle et Droit. Toi, tu avais déjà ton activité. Qu'est-ce que tu es venu chercher, finalement C'était quoi ton besoin quand tu es rentrée dans cet asso? C'était en 2019. Et ton élan, finalement, pour prendre le poste de secrétaire générale il y a 4 ans? Alors, en fait, en 2019, à un moment donné, je me suis dit, tu ne peux pas être collaboratrice toute ta vie. Enfin, ce n'est pas ton objectif, en tout cas. Donc, si tu veux devenir associée, il faut commencer à développer une clientèle. Et je me suis dit, comment je fais ça? Et je me suis dit, pourquoi pas, en fait, le milieu associatif. Donc, en fait, au départ, si je suis parfaitement honnête, je me suis plutôt dit, je vais aller dans cet asso, parce qu'en l'occurrence, j'avais une amie qui en faisait partie et qui m'en avait parlé. Et je me suis dit, c'est bien. D'abord, c'est un réseau féminin. Et ça l'idée me plaisait quand même beaucoup, évidemment. Et puis, je me suis dit, c'est toutes les professions du droit, il y a toutes les matières. Je savais que ma matière n'était pas représentée. Et donc, je me suis dit, d'un point de vue business, ça peut être hyper intéressant.
Donc, c'était plutôt, tu vois, de ce point de vue-là au départ. Et en fait, très vite, en fait, j'ai adhéré, mais alors à 2000% à l'asso. Et j'ai trouvé, en fait, l'association a évidemment une vocation business, c'est-à-dire que moi, j'ai trouvé des clientes, enfin, tu vois, voilà, dans cette association-là, mais c'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, moi, je trouve, c'est vraiment de trouver de l'inspiration, de sortir de ton quotidien, du tunnel, et de te retrouver avec des femmes qui ont en fait en vrai un peu le même quotidien que toi, des enfants ou pas des enfants, mais enfin de toute manière une vie à 100 à l'heure, avec des gros jobs, et une certaine ambition. Et en fait, on organise des événements qui sont hyper différents. Donc, on a des déjeuners. Donc, on est 8-10 max. Donc, tu vois, ça permet vraiment de se rencontrer, de se connaître. On n'est pas un très gros réseau. On est une petite centaine. Et l'idée, c'est pas de grossir non plus beaucoup parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de garder une qualité de relationnel entre les membres. Et après, on fait des conférences 3 ou 4 fois par an sur des thèmes qu'on essaye d'être un peu inspirants. Enfin, tu vois, là, on a fait par exemple une conférence sur les femmes et l'argent chez Odo. On a fait une conférence sur les attentats du tu vois, de Paris avec les avocates qui étaient intervenues, tu vois, au procès. Ça, c'était juste canonissime. On a fait ça à la Maison du Barreau. On fait des conférences. Là, on a fait la dernière en date, c'était sur N'ayons pas peur de l'IA. Enfin, tu vois, et donc voilà, il y a chaque fois avec des intervenants ou intervenantes d'ailleurs. Et tu sors de là, tu as passé 2 heures. On fait toujours un pot à la fin parce que du coup, c'est très convivial en fait. En fait, c'est vraiment un réseau. Pas du tout, je te distribue des cartes, c'est pire coincé, enfin tu vois, pas du tout. C'est au contraire, moi je me suis fait des copines, enfin tu vois, et c'est hyper enrichissant, hyper inspirant, une vraie sororité. Et tu vois, moi c'est grâce à ce réseau que je me suis dit à un moment donné, je pourrais en fait exercer ma matière, tu vois, faire du droit de l'environnement. Moi je défends des entreprises industrielles. Tu vois, tu trouves pas tes clients en fait au bar du coin, quoi. Tu peux, mais vraiment le coup de bol. Et du coup, je me suis dit, en fait, je pourrais exercer en m'installant toute seule. Alors que c'était un truc parce que j'ai rencontré des femmes qui l'avaient fait en fait dans des matières tout aussi techniques, tout aussi, enfin tu vois, niche. Et en fait, alors que moi j'ai toujours cru que le parcours c'était forcément l'association dans un gros cabinet avec une grosse équipe. Donc ça m'a permis de me dire, mais en fait, et d'ailleurs à un moment donné, quand il y a 1 an et demi, quand je me suis dit, ok, moi là, 2 ans, je me suis dit, ok, là, l'association vraiment, faut que ça arrive bientôt. Je me suis dit, mais si ça arrive pas, je m'installerai. En fait, enfin, tu vois, c'est possible. Et c'est grâce vraiment à Elles et Droits que tu vois, j'ai pu faire ce cheminement-là. Et donc voilà. Et donc assez vite, comme j'ai adoré le réseau, adoré l'asso, je m'y suis à fond retrouvée. Je me suis dit, en fait, il faut s'investir. Et puis moi, j'ai tendance à faire les choses pas vraiment dans la demi-mesure. Et donc voilà. Et donc en fait, et donc au début, je suis rentrée au bureau. J'étais responsable des adhésions. Et puis l'année d'après, du coup, je suis devenue secrétaire générale. Voilà. Et c'est vrai que c'est une asso que j'adore profondément, auquel je suis hyper attachée. Et c'est même plus devenu. Enfin, tu vois, alors oui, ça prend du temps évidemment, mais c'est génial. Ouais, moi, je peux que recommander les réseaux féminins. Je trouve que ça apporte beaucoup. Donc, il y a la cause des femmes qu'on entend qui est quand même très, très présente. Et il y a aussi l'environnement, le droit de l'environnement, qui est quand même un sujet qui t'anime, qui t'inspire, voilà, dans lequel tu baignes, j'ai envie de dire, au quotidien. Et ça, depuis tes études, finalement. Du coup, c'est là où tu as pu... Enfin, là, dans ce dernier cabinet, tu as même créé ce département de rien, en fait, si j'ai bien compris, où tu exerces. Qu'est-ce qui t'est... C'est un peu ce chemin, du coup, de créer quelque chose au sein du cabinet en partant de rien. Alors, je ne suis pas partie de rien, quand même, parce qu'il y avait déjà... Il n'y avait pas de département en tant que tel, mais certains départements faisaient quand même du droit de l'environnement. Et c'est venu d'une volonté des associés du cabinet de se dire, maintenant, ça prend une proportion telle, ça a une telle importance qu'il faut qu'on ait quelqu'un qui incarne, en fait, qui soit vraiment spécialisé dans la matière. En effet, moi, j'ai fait donc si je reviens un tout petit peu en arrière, moi, j'ai fait un Master 2, donc... en droit de l'environnement, je suis la première promo de ce Master 2. Donc, il y avait d'autres masters, évidemment, qui existent depuis plus longtemps, mais en effet, tu vois, première promo du Master. Et moi, la particularité, tu parlais de vocation tout à l'heure en tant qu'avocat, moi, je n'ai jamais eu de vocation d'être avocat. Jamais. Je suis rentrée à la fac de droit en me disant, je ne serai jamais avocate.
Tu vois, c'est extrêmement réussi du coup comme plan de carrière. Hein. Et puis, je voulais être juge des tutelles. Enfin, tu vois, rien à voir, quoi. Un truc complètement... D'ailleurs, enfin, bref, pourquoi je voulais être ça, parce que c'est un métier tellement difficile. Mais, et puis, j'ai découvert le droit de l'environnement. Et là, ça m'a vraiment... j'ai adhéré, j'ai adoré cette matière parce que c'est extrêmement juridique, c'est extrêmement d'actualité et puis c'est extrêmement technique. Moi, j'aime les mains dans le cambouis, enfin, tu vois... vraiment, j'adore la technique, j'adore discuter avec des gens hyper différents. Enfin, tu vois, moi, certains de mes clients, il n'y a pas de juriste dans l'entreprise, en fait. C'est des PME, donc je suis en direct avec les opérationnels et tout. Et ça m'anime vachement. Donc, j'adore ma matière. Mais au début, tu vois, j'ai fait mon stage de Master 2 au ministère de la Transition écologique. Au début, je me suis dit, mais moi, en fait, c'est l'administration. Je me voyais même en organisation internationale. Bon, c'est à ça que servent les stages. 3 mois au ministère, je me suis dit, c'est pas du tout fait pour moi. Ça va, cata. Je vais pas y arriver. Hyper méga intéressant comme stage, mais je suis pas assez, je pense, politique. Enfin, tu vois, je vais trop. Il faut que ça aille plus vite, quoi. Voilà. Et donc, je me suis dit bon du coup, je me suis dit l'entreprise tout de suite, c'est pas forcément une bonne idée parce que en fait, t'as pas forcément accès à des jobs hyper passionnants quand tu t'es pas passé d'abord par l'avocature. Et donc, je me suis dit ok, meilleur moyen pour faire ma matière, ça serait de devenir avocat. Donc bon du coup, j'ai fait des stages en cabinet d'avocat. Je me suis dit ouais, c'est chouette. Et en même temps, j'ai préparé du coup le CRFPA. Et puis ensuite, je suis du coup rentrée dans ce premier cabinet j'avais fait mon stage final. Donc le stage final, c'est le dernier stage en école d'avocat dans un énorme cabinet américain. J'avais pas adoré non plus. Enfin, tu vois, quand je dis énorme, c'est parce qu'à Paris, je sais pas, on devait être une centaine d'avocats, tu vois. Donc c'était vraiment très gros. Pas adoré. À l'époque, je faisais que de la fonction support pour d'autres départements. Enfin, tu vois, bon. Et je me suis dit non, c'est pas de ça non plus que j'ai envie de faire. Et donc, je suis allée dans un cabinet niche, donc vraiment un cabinet où on était une vingtaine d'avocats à faire que ça, que du droit de l'environnement, la plus grosse équipe de Paris. Et j'ai été hyper bien formée. Donc ça aussi, tu vois, en termes d'expérience collaborateur, d'un point de vue humain, on peut pas dire que c'était la folie. D'un point de vue de l'intégration des femmes et du sexisme, c'était pas non plus génial. Mais en revanche, j'avais un associé incroyable en termes de formation. Je considère vraiment avoir été ultra méga bien formée. Tu vois, j'ai passé 5 ans. Il m'a tout appris et aujourd'hui, d'un point de vue, moi, de la formation des juniors, je reproduis, je pense, 100% de ce qu'il a fait avec moi. Et même de temps en temps, lui, il faisait des choses que moi, je vais avoir du mal. Tu vois, il me prenait dans son bureau et il me dictait. Tu vois, je lui avais rendu un projet et ils l'ont modifié ensemble. Aujourd'hui, il faut du temps pour faire ça. Enfin, tu vois, c'est et donc il m'a tout appris. Enfin, et je lui en suis voilà, très très reconnaissante parce que et puis il me faisait confiance en plus, tu vois. Enfin, alors certaines fois, il m'envoyait en réunion de négo. Toute seule parce que je disais voilà quand même, j'ai à peine 1 an de barre. Bon, ok, on y va, mais voilà. Mais en fait, c'est comme ça quand même que tu apprends. Et donc ça, c'était génial. Tu vois, en termes d'expérience collaborateur, moi, j'essaye vraiment de reproduire parce que, alors, j'essaie de rajouter un côté un peu plus convivial et humain. Mais pour autant, tu vois, les méthodes de travail, de se dire, en fait, tu fais les choses par étapes. Voilà, moi, c'est quelque chose que j'explique aux gens quand ils arrivent au début. Je dis, moi, je travaille comme ça. J'ai pas connu d'autres méthodes, donc je fais celle-là. Il y en a peut-être d'autres qui sont géniales. Bon, voilà. Donc, il faut adhérer aussi, tu vois. Mais enfin, pour l'instant, je ne crois pas avoir eu trop de retours négatifs. Voilà, donc ça, c'était cette première expérience qui, en termes de formation, a été géniale. Et puis, les dossiers étaient dingues. Enfin, tu vois, vraiment, des superbes dossiers. C'est le cabinet qui a traité le dossier de l'IRICA, tu vois, pour Total. Je peux le dire parce que c'est public, mais donc vraiment des choses vraiment très, très chouettes. J'en suis partie pour les raisons qu'on a évoquées. Et puis aussi parce qu'en termes de rémunération, c'était voilà, un peu... Bon, voilà. Et puis bon, au bout de 5 ans, tu vois, en vrai, je n'ai pas la moyenne de la première expérience pour un avocat. Je ne suis pas sûre que ça dépasse 2 ou 3 ans. Donc, tu vois, quand je dis un gros turnover dans les cabinets, ça bouge beaucoup. Et puis en fait, je m'étais pris au goût de l'avocature. Donc, quand tu es avocat junior comme ça, au bout de 2-3 ans, tu es beaucoup démarché par les cabinets de chasse de tête. Et j'ai été démarchée, tu vois, j'ai fait certains process pour aller en entreprise. Et puis en fait, non, il n'y a aucun projet où je me suis dit, ouais, je vais trouver autant de diversité. Parce que le droit de l'environnement, la plupart des gens à qui tu dis que tu fais ça, ils te disent, oh là là, c'est hyper niche, c'est hyper spécialisé.
Mais en fait, j'ai une matière hyper large. Enfin, tu vois, je fais des déchets, des cités sols, pollution des sols, la pollution de l'air, de l'usine, enfin, tu vois, de la biodiversité. Aujourd'hui, maintenant, on a tout ce qui est devoir de vigilance. J'ai une matière. Et puis surtout, en fait, on me sort une nouvelle loi majeure tous les 6 mois. Donc, en fait, tu vois, déjà pour se tenir au courant, c'est quand même pas très facile. Maintenant, on a la communication verte aussi qui se rajoute. Et en fait, maintenant, ça s'infuse dans toutes les matières. Donc, en fait, c'est hyper large. Et moi, tu vois, mon apprentissage de cette année, ça a été de me dire, tu peux pas tout faire. Donc, en fait, c'est pas si niche comme matière, en vrai. Tu vois, tu as aussi du droit, enfin, toi, tu as des gens qui font du droit de l'environnement, mais qui, en fait, font des énergies renouvelables. Tu vois, moi, par exemple, je fais pas vraiment, pas beaucoup, même pas du tout. Du photovoltaïque, l'éolien, en fait, c'est une partie en soi. Donc, en fait, c'est très, très riche. Et en fait, j'avais peur de trop me mettre dans un corner en allant en entreprise. On sent en tout cas, voilà. On sent la passion de cette matière. Parce que là, je sais j'entends qu'on pourrait dérouler et que le podcast pourrait durer 3 heures sans problème. Mais du coup, oui, je vais être obligée de... Bien sûr. Voilà. Pardon pour ça. Non, il n'y a aucun problème. Parce que quand on est passionné, je sais à quel point ça peut être frustrant d'être coupé dans son élan. Moi, quand on s'est parlé la première fois, donc moi, je te connaissais pas, de ma fenêtre, en tout cas, moi, je me suis dit, cette fille, elle est incroyable. En tout cas, j'ai trouvé ton parcours impressionnant. Voilà, tu as 37 ans, je le dis, pardon, pour la coquetterie. 37 ans, tu es mère de 3... Plus pour très longtemps, en vrai. Bientôt ton anniversaire. Ouais. Mère de 3 enfants, tu es associée d'un cabinet, tu es secrétaire générale de Elle est droit, tu es présidente du cercle interprofessionnel du droit de l'environnement dont on a parlé. Malgré tout ce dont on a parlé, le plafond de verre, parfois la discrimination, voilà, que à la fois tu as vécu, mais que tu dis ne pas forcément avoir subi, et dans ta manière aussi de t'exprimer, d'appréhender la vie, peut-être que aussi ton caractère, ta force de caractère a fait aussi que malgré ça, voilà, t'en es là où t'en es. Mais en tout cas, j'ai cette sensation que toi, typiquement, t'as fait exploser le plafond de verre. En gros, j'allais dire quel est ton secret, je sais pas s'il y a un secret, mais d'après toi, qu'est-ce qui a permis ça? Alors, exploser, bon, ça fait toujours très plaisir, tous ces compliments, donc bon, je les prends. Exploser, je sais pas, parce que d'abord, je suis pas la seule, enfin, tu vois, heureusement. Oui, en effet, c'est vrai que le truc dont je suis assez fière, c'est de me dire, tu t'es associée, en fait, tu vois, tu as réussi à t'associer juste après, en fait, ton 3e enfant, quand j'ai démissionné, du coup, parce que je suis rentrée de congé maternité, 3e grossesse, j'ai démissionné 15 jours après. Alors, autant te dire que là, mon associée, avec qui je me suis toujours très, très bien entendue, on s'entend toujours très bien, vraiment, elle s'y attendait pas. Et elle m'a dit, je savais que ça pouvait arriver parce que je lui avais prévenu que, en fait, je sentais que dans ce cabinet américain, en fait, les Américains, ça allait être compliqué, l'association. Même si elle le souhaitait vraiment, donc, tu vois, c'était pas du tout contre elle. Elle m'a dit, je savais que ça pouvait arriver, mais je pensais pas que ça arriverait si vite. Genre, bon, je pensais que quand même, avec la maternité et les 3e grossesses, j'allais gagner un peu de temps parce que tu voudrais te poser. Et en fait, je l'ai pas dit sur le coup, mais je l'avais envie de dire, en fait, je suis contente de dire que, en fait, si, en fait, on peut tout faire en même temps. Je sais pas si je le recommande, mais pourquoi, en fait, considérer que, du coup, t'as une collaboratrice en congé maternité, du coup, tu te dis, ah non, mais en fait, du coup, elle partira pas parce que forcément, elle va pas prendre plus cool, quoi. Non, en fait, pas forcément. Enfin, tu vois, ça relève un peu du même truc de te dire, j'ai une collaboratrice qui m'annonce sa grossesse, du coup, elle va moins bien travailler parce qu'elle aura la tête prise par son bébé. Non, en fait, enfin, tu vois, si on a bien démontré, nous, les femmes, qu'on est capable de faire 1000 trucs, en fait, c'est bien le premier truc qu'on est capable de faire. Donc, du coup, voilà. Donc ça, c'est aussi un préjugé que j'étais contente de dire. Donc, je sais pas si j'ai explosé le plafond de verre, mais celui-là, en tout cas, ouais, j'étais hyper contente de dire, non, tu vois. En fait, non, je m'en vais. Je sais pas si je recommande les entretiens et le business plan en plein congé mat, parce que quand même, j'ai un peu morflé, on va pas se mentir. Mais quand même, je l'ai fait et ouais, je suis assez contente. Donc, et j'ai survécu. Enfin, tu vois, en vrai, voilà, j'ai pas fini en burn-out. Tant mieux, touche du bois, que ça continue. Donc, un secret, franchement, j'en sais rien, je sais pas. Je dirais que moi, j'ai quand même une chance, c'est que globalement, j'ai confiance en moi. Ça, je pense que c'est une chance et il faut que tu vois, que c'est grâce à mes parents qui m'ont toujours dit que je pouvais faire tout ce que je voulais. Qu'il y avait justement pas de... Enfin, tu vois, j'ai jamais entendu parler du plafond de verre. J'ai une mère qui travaille, un père qui a fait sa part. Enfin, tu vois, alors bien sûr, une mère qui a fait plus, mais
globalement équilibré, tu vois, quand même, en tout cas pour cette génération-là. Mon père faisait des nuits, enfin, tu vois, enfin... Et donc, mais aucun... tu vois, mais j'ai toujours été nulle en maths, mais mon père me disait, bah ouais, si tu veux être ingénieur, c'est pas grave, tu vois, on y arrivera quand même, quoi. Tu peux être présidente de la République, ma fille. Enfin, c'est un peu ça, tu vois. Et moi, c'est ce que j'essaye de passer à mes enfants. C'est vraiment sky is the limit, tu vois. Enfin, en fait... et donc, je pense que quand tu grandis avec ça, alors évidemment, il y a une nature quand même, c'est inné, tu vois, ou pas. Moi, je pense que oui, en effet, j'ai cette chance-là, j'ai plutôt confiance en moi. Tu vois, alors, c'est toujours difficile de ne pas être prétentieuse en disant ça, mais j'ai pas trop le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'il y a un syndrome qui existe, alors que tu peux avoir à certaines périodes, mais c'est pas un truc qui est continu chez moi. De temps en temps, je peux me dire, oh, bon, là, est-ce que j'y vais? Enfin, tu vois, voilà. Mais globalement, c'est pas un truc qui est enfin, comment dire, qui est ancré en moi. Le syndrome de l'imposteur, moi je suis coach, donc je vois de quoi on parle, mais est-ce que tu peux peut-être préciser qu'est-ce que tu mets derrière? C'est un truc qui est assez féminin et qui considère qu'en fait on n'est jamais assez bonne et qu'on n'est jamais assez capée, qu'on n'est jamais assez compétente et qu'on n'est jamais assez, tu vois, on n'a pas assez d'expérience, tu vois, pour remplir une tâche, pour un certain métier. Enfin, tu vois, on le voit apparemment dans les fiches quand tu réponds à une offre de poste, une femme elle va vouloir coller absolument. Globalement, un homme, il aura moins ce souci-là, en fait. Il collera moins, mais en fait, ça lui posera moins de problèmes. Moi, j'ai pas trop ce truc-là. Donc, c'est une vraie force et j'ai pas beaucoup de mérite. Enfin, c'est juste que, voilà, c'est comme ça. Et après, je dirais que du coup, donc, je peux pas dire que c'est un secret ou un conseil parce qu'en fait, c'est un peu tu l'as ou tu l'as pas quand même. Donc, voilà. Ça, j'en suis tout à fait consciente. Après, en revanche, je pense qu'on peut, comme ça se travaille quand même. Oui, je suis coach, donc je sais donc que déjà, ça se travaille et je pense qu'à partir du moment où tu identifies, en fait, tu vois, tes forces et tes faiblesses, ben, essayer de travailler dessus. Et moi aussi, j'ai aussi cette chance-là, c'est que je me pose pas trop de questions. Et ça, je pense que c'est aussi un truc hyper important, à un moment donné, de pas se remettre en cause tout le temps. Et moi, ça, c'est pro et perso. Je me suis posée à un moment donné, tu vois, de se dire, je fais des arrêts sur image à certaines phases. Tu vois, par exemple, en 2019, quand j'ai voulu rejoindre LZ Droit. En 2022, je me suis dit là, tu vois, je me suis fait post-Covid, en fait, c'était même donc 2021. Je me suis fait coacher. Pas longtemps, une journée, mais en fait, ça te permet quand même de te dire juste, OK, je m'arrête 5 minutes. Je me demande quels sont mes objectifs. Je prends un peu de hauteur. Et en revanche, après, j'arrête de me poser des questions toute la journée. Enfin, en fait, après on y va, tu vois. Et je pense que ouais, les femmes ont tendance quand même à se poser beaucoup de questions. Et moi, je m'en pose pas trop. Et surtout, et ça, je pense que c'est aussi mes parents à remercier pour ça, je me suis jamais dit, tu le mérites pas. À aucun moment, en fait, tu vois. Donc, j'ai jamais je pars du principe que là où j'en suis aujourd'hui, j'ai pas un mérite fou. Enfin, tu vois, en fait, c'est le fruit de ton travail quand même. Oui. De tes décisions, de ces actions, sûr, en tout cas. Bien sûr, mais voilà. Et après, c'est aussi le fruit quand même. Le secret, je pense que c'est d'essayer de se mettre de pas se mettre dans des situations où tu sais que c'est voué à l'échec. Tu vois, alors c'est un peu peut-être tartine à la crème de dire ça, mais tarte à la crème, pas pourquoi j'ai tartine à la crème. Tu vois, par exemple, moi, au bout de 5 ans dans mon premier cabinet, je savais que je ne serais jamais associée. Bah, je suis partie. Enfin, tu vois, en fait... Pas s'acharner, quoi. Non, en fait, à un moment donné, une situation qui te rend profondément malheureux, ou malheureux d'ailleurs, bah, en fait, à un moment donné, oui, il faut dire stop. En fait, faut pas se poser trop de questions. Il faut savoir dire non, en fait. Moi, tu vois, par exemple, dans mon deuxième cabinet, je suis arrivée à l'entretien en disant, alors moi, j'ai une fille et je dois être partie à 18h. Chez des avocats, ça signifie je prends mon après-midi, tu vois. Mais je l'ai dit d'entrée de jeu. Je me suis pas dit je fais l'entretien en disant ouais, je peux me dévouer corps et âme, nuit et jour. Et ensuite, tu galères comme une malade parce qu'en fait, t'as un enfant que t'as envie de t'en occuper. Enfin, tu vois. D'entrée de jeu, j'ai annoncé la couleur, quoi. Voilà, donc je me suis mise dans une situation. Je me suis pris quelques réflexions après, derrière, en disant oh, machin, quand même, bidule. Bon, bah oui, enfin, tu survis, quoi. Mieux aux réflexions que si t'as vendu un truc en disant je vais vivre corps et âme, et en fait, tu le vis super mal, quoi. Donc, je sais pas si c'est un secret, mais. En tout cas, c'est le tien. Après. Bon, moi, c'est comme ça, en tout cas, que j'envisage les choses. Voilà. On arrive à la fin du podcast. On a aussi un rituel de fin. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu aimerais entendre dans un futur épisode de Résonance ?
Alors, moi, j'ai pas mal réfléchi à cette question quand tu me l'as posée du coup en amont. Et donc, j'ai une amie qui travaille dans la finance et d'une très grosse boîte. Et donc, qui s'appelle, il faut dire son nom. Hein. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Donc, Marie Valbaume, et qui, je pense, a plein de choses à partager, donc des choses extrêmement différentes. Parce qu'au début, je me suis dit, est-ce que je recommande quelqu'un qui a un peu une avocate? Puis je me suis dit, peut-être que pour le podcast, c'est pas forcément... voilà, j'aimerais quelqu'un avoir une vision quand même de l'expérience collaborateur un peu différente. Et je pense qu'en tant que femme manager dans la finance, d'une très grosse structure, à mon avis, elle a plein de choses hyper intéressantes à raconter. Bon, écoute, je prends note. Merci en tout cas pour ta proposition. En tout cas, Pauline, un grand merci d'être venue à toi pour l'invitation. Un moment passionnant, parce que comme tu es passionnée, vraiment, t'entendre, c'est vraiment... Oui, je parle beaucoup, hein, ça fait partie des défauts. Un grand plaisir, oui, mais bon, voilà. En tout cas, merci d'être venue. Je t'en prie. Merci à toi pour l'invitation. Et puis, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, et à très bientôt dans Résonance.